Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voudrais qu'on parle un peu du discours d'Emmanuel Macron. J'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo parce que je voulais avoir justement l'opportunité d'analyser, d'aller plus en profondeur. Du coup le format de la vidéo sera un petit peu plus long mais j'espère que vous irez jusqu'au bout et que ça vous convaincra. Alors ce qui est sûr c'est que dès qu'on regarde le discours d'Emmanuel Macron, la première chose qui saute aux yeux, c'est que c'est un menteur. Un menteur, puisque sur le pass sanitaire, il a menti. Nous posons une ligne rouge. Cependant, le pass sanitaire ne pourra jamais concerner les activités de la vie quotidienne. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants. En aucun cas, un pass sanitaire ne sera réclamé pour aller dans un commerce alimentaire ou dans un restaurant. Et je me permets d'insister sur ce point. Les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux. Aller dans un restaurant, aller dans un cinéma, aller dans un théâtre, aller faire son shopping. On n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela, c'est sûr. Mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Sur l'obligation vaccinale, là aussi, il a menti. Pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Menteur donc, mais comment s'en étonner puisqu'on a un président de la République qui a commencé son quinquennat sur la promesse d'une République exemplaire et qu'on a eu juste après l'affaire Benalla dont on n'entend plus parler, dont on ne connaîtra à mon avis pas le dénouement alors que quand même il y avait des faits qui étaient établis. Donc c'est un président qui nous ment depuis le début de son quinquennat, à de nombreuses reprises, ce n'est plus à prouver. Je pense que c'était pas là-dessus qu'il fallait insister puisque à mon avis ça saute aux yeux de tout le monde. Sur le pass sanitaire, je me suis déjà largement exprimé, j'ai fait des vidéos, je vous ai averti il y a 2 mois que ça risquait de glisser, qu'on risquait d'avoir une extension du pass sanitaire. Et de la même manière, là, ils sont en train de vous faire un pass sanitaire. Alors au début, vous allez dire, ouais, moi je suis content, je peux retourner au concert et au stade, ça me fait plaisir. Mais après, petit à petit, ça va glisser. Parce que qu'est-ce qui vous garantit que dans quelques mois, ce ne sera pas pour aller au resto, pour aller au bar, pour aller à droite, pour aller à gauche. Ça, personne ne vous le dit. Ils n'arrêtent pas de mentir. Ils n'arrêtent pas de mentir. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire qui conditionnerait les activités à l'intérieur du territoire. Eh bien, ils font le contraire quelques mois après. Qu'est-ce qui vous dit que dans quelques mois, ils ne vont pas encore glisser? C'est ce qu'ils ont fait à chaque fois. Et sur l'obligation vaccinale, évidemment, je suis moi du même avis que l'OMS, c'est-à-dire que l'obligation vaccinale n'est pas la méthode la plus efficace et que dans le contexte actuel, dans le contexte dans lequel se sont faits les vaccins, il y a une défiance, il faut en tenir compte, il ne faut pas la mépriser comme le fait le gouvernement, il faut essayer de comprendre et du coup d'argumenter, de raisonner avec les personnes qui ont peur de se faire ces vaccins. Il faut expliquer en quoi ils sont efficaces, pourquoi ils diminuent le risque de transmission, pourquoi ils limitent le nombre d'hospitalisations et de cas graves, et c'est en ça qu'ils sont efficaces. Et ça, c'est le travail à la fois du corps médical, mais aussi du gouvernement. Et le problème est bien là, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, il ne peut plus convaincre tant il a menti, tant il est discrédité. Et même pire que ça, plus ils ont tendance à vouloir pousser les gens vers la vaccination, et plus il y a de la défiance qui se crée, plus les gens sont craintifs. Et du coup, on a un véritable problème. Mais au-delà de ces questions-là, on a un discours qui était une entrée en campagne. Et c'est là-dessus que je voudrais axer ma vidéo, puisque Emmanuel Macron a fait un acte politique fort. Il a utilisé d'ailleurs un ton très martial. Je pense que ce ton très martial, très autoritaire, était un peu là pour faire oublier la gifle qu'il a humiliée devant la France entière il y a encore quelques mois. Il n'avait pas pris la parole depuis cette gifle, en tout cas pas de manière comme ça, avec un discours et autant de téléspectateurs qui attendent de voir ce qu'il va dire et ce qu'il va annoncer. Donc il voulait retrouver un peu d'autorité, il s'est mis en position de chef. Mais bon, je pense que personne n'oubliera pour autant l'humiliation qu'il a subie. Par ailleurs, il a posé un acte politique fort puisque son entrée en campagne, il a décidé de la faire sur la division des Français.
Vous connaissez la maxime « diviser pour mieux régner ». Et bien là, Emmanuel Macron a choisi la formule « diviser pour se faire réélire ». Je m'explique. Ce qu'il a fait, c'est une véritable déclaration de guerre aux non-vaccinés. Mettre ce pass sanitaire étendu jusque dans les activités quotidiennes des gens, donc aller faire les courses, etc., c'est une manière de rendre la vie impossible aux non-vaccinés. En quelque sorte, il vient de cibler les non-vaccinés et de les confiner, parce que c'est à ça que ça va aboutir, puisque si vous ne vous faites pas vacciner et qu'à la rentrée, les tests ne sont plus remboursés, sauf sur prescription médicale, de fait, vous n'allez pas vous tester en permanence pour faire des activités à l'extérieur de chez vous. Donc, vous allez, si vous ne voulez pas vous faire vacciner, être confiné chez vous. C'est ça qu'il vient de faire. Et ce faisant, il a posé un acte politique puisque dans la couverture vaccinale, il y a des inégalités. Et on sait notamment que les catégories socio-économiques les plus défavorisées, les plus précaires, sont celles qui sont le moins vaccinées, à la fois pour des raisons de défiance vis-à-vis des vaccins, mais aussi pour des raisons d'accessibilité aux soins. Il ne faut pas l'oublier, vous n'avez pas les mêmes infrastructures de soins et les mêmes opportunités de vous faire vacciner quand vous habitez dans des quartiers populaires que quand vous habitez dans des quartiers riches. Et ça, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Emmanuel Macron, il sait très bien que les catégories les plus aisées, elles sont massivement vaccinées, elles sont favorables à la vaccination, et son électorat à lui, il est aisé. Donc il a adressé un message à son électorat qui était clair. Ce message, c'est « Je ne vous confinerai plus. Si je dois prendre les libertés de tous les autres et de tous ceux qui ne sont pas vaccinés, y compris les catégories socio-économiques précaires, je le ferai, mais ce n'est pas vous que je vais cibler. » Donc il leur a adressé ce message-là. Et ce faisant, il a également mis en difficulté les autres formations politiques qui auraient un électorat plus panaché, avec des gens qui seraient des quartiers populaires ou des catégories socio-professionnelles précaires, plus précaires, et des gens qui sont un peu plus aisés. Et bien là, eux, ces formations politiques, elles vont de fait se retrouver dans une difficulté qui est celle de répondre à un positionnement par rapport aux mesures qui ont été prises, puisqu'elles risquent de déchirer leur propre électorat, contrairement à Emmanuel Macron, qui lui a un électorat beaucoup plus uniforme et beaucoup plus riche. Voilà pour l'acte politique qu'il a posé. C'est un acte de division de la population. Et ça, c'est important de le souligner parce que c'est extrêmement choquant qu'il commence sa campagne présidentielle comme ça. La deuxième chose que ça lui a permis, c'est de ne pas assumer son bilan et ses propres responsabilités dans la gestion de la crise. La manière dont il pointe du doigt, dont le gouvernement pointe du doigt les soignants qui ne se font pas vacciner depuis quelques semaines est tout bonnement insupportable. Insupportable pourquoi ? Parce que les soignants, non seulement ce n'est qu'une minorité qui ne s'est pas fait vacciner encore. Comme tout le monde, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des questionnements, et ces questionnements-là, il faut y répondre, il faut arriver à convaincre, et il n'y a pas de raison de pointer du doigt des soignants, ou en tout cas une partie des soignants, et de faire comme si c'était l'ensemble des soignants qui étaient visés, alors qu'il y a quelques mois, le président de la République et son gouvernement n'ont pas hésité à forcer, à contraindre les soignants contaminés, malades du Covid, à continuer à travailler alors qu'ils étaient à risque de contaminer leurs patients. Là, à ce moment-là, il n'y avait aucun problème, ni pour le président de la République, ni pour le ministre de la Santé, de demander ça aux soignants et de leur dire « vous allez travailler malgré ce risque ». Et aujourd'hui, pour une minorité de soignants qui refusent pour le moment, de se faire vacciner, alors on pointe toute la profession du doigt en disant c'est scandaleux, il faut faire quelque chose et donc on lance l'obligation vaccinale. Ce passage-là est fait pour habituer la population, c'est-à-dire que maintenant qu'il y a eu une obligation vaccinale, eh ben, il risque d'y avoir une obligation étendue. Il l'a même dit dans son discours, il se réserve le droit d'étendre l'obligation vaccinale après. Donc là, on a un véritable problème puisque le président de la République n'assume pas son bilan. Il n'assume pas le fait qu'ils n'ont pas mis en place les protocoles sanitaires efficaces, qu'ils n'ont pas eu de politique efficace et coordonnée, qu'il n'y a pas eu d'ouverture de lits des hôpitaux, mais au contraire qu'ils ont continué à enfermer, ils ont continué à supprimer du personnel, qu'il n'y a pas eu de purificateurs d'air partout, il n'y a pas eu de capteurs de CO2. Tout ça, rien de tout ça n'a été mis en place. Et ça, ils veulent le faire oublier en pointant du doigt ceux qui ne sont pas encore vaccinés,
alors même qu'il y a encore quelques semaines à quelques mois, l'accès au vaccin était compliqué. C'est pas comme si, depuis le mois de décembre, il y avait toutes les doses dont on avait besoin et qu'en réalité, il ne restait plus que des gens qui ne voudraient pas se faire vacciner. La réalité, c'est qu'on est arrivé à une période d'été, qu'en été, les gens, ils font autre chose, ils ont envie de se détendre, qu'on a un peu relâché la pression et que le Covid s'était calmé. Et du coup, les taux de vaccination avaient tendance à diminuer, ce qui est relativement normal. Et que là, ils voulaient remettre un coup de pression parce qu'on a une 4e vague qui arrive et qu'ils n'ont rien préparé. Elle est là, la réalité. Donc ça, c'est assez insupportable. Ensuite, le président de la République ne s'est pas contenté que de parler de la situation sanitaire. Il est allé beaucoup plus loin que ça puisqu'il a commencé à décliner son programme pour la réélection de 2022. Et là aussi, il a adressé un message clair à ses électeurs. Son programme, c'est un programme classique de droite, c'est-à-dire de la casse sociale. Sous couvert, dans son langage orwellien qui n'appartient qu'à lui, de féliciter notre modèle social français qui aura permis de passer la crise dans de bonnes conditions, etc., il est en train de préparer sa destruction. Je m'explique. Déjà, dans la présentation de ce qu'est le modèle social français, il dit des contre-vérités. Il ment. Il réadapte les choses à sa manière alors que c'est faux. Il nous dit le modèle social français, il est basé sur le travail et le mérite. Il n'y a rien de plus faux. Effectivement, il est basé sur le travail, mais pas que. Il est surtout basé sur la solidarité, ce qui est l'inverse au niveau du concept. C'est l'inverse du mérite. Et là, il revoit complètement les choses, il réinvente totalement les choses pour qu'on adhère à sa vision qui est libérale, ultralibérale et fausse. Le modèle social français, il est basé sur la solidarité. Et en quoi il est basé sur le travail ? Il est basé effectivement sur les cotisations des travailleurs. Et donc, il nous apporte là aussi des contre-vérités en nous parlant de la réforme des retraites, pour lequel il a d'ailleurs menti là au nouveau, puisqu'il avait dit qu'il n'y toucherait pas. Regardez. C'est pour cela aussi que nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je me suis engagé à ne pas le faire. C'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Donc, sur les retraites, là aussi, il a menti. Il avait dit qu'il ne toucherait pas à l'âge de départ. Et là, il nous explique que comme on vit plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps. Rien n'est moins faux. Pourquoi ? Notre système de retraite, il est viable. Il fonctionne, il n'a pas de problème particulier. Il y a une projection qui anticipe que peut-être d'ici plusieurs dizaines d'années, on va avoir un problème, mais rien d'insurmontable a priori. Et lui, il fait comme s'il fallait tout changer tout de suite. La réalité, c'est que si demain on veut augmenter les cotisations des travailleurs, eh bien, il y a 2 solutions très simples. La première, c'est d'augmenter les salaires. Si vous augmentez les salaires, par définition, les cotisations, la masse de cotisations va augmenter et donc le système social français va retrouver des couleurs. Ça, c'est la première chose. Donc, on pourrait très bien dire qu'on augmente le SMIC et ça permettrait de faire monter tous les salaires parce qu'après, quand le SMIC augmente, il y a un effet de suivi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait travailler tous. Donc, travailler tous, c'est réduire le chômage. Et pour ça, il y a une excellente façon de le faire, c'est de réduire le temps de travail. D'ailleurs, l'Islande a elle-même expérimenté récemment la semaine de 4 jours, qui est un succès phénoménal, puisque au niveau économique, ça fonctionne. Les gains de productivité des travailleurs sont au rendez-vous et le pays est en train de rebasculer dans un cercle vertueux. De la même manière en France, la dernière fois qu'on a vu le taux de chômage qui a considérablement chuté, c'est quand on a réduit le temps de travail hebdomadaire et qu'on est passé à la semaine des 35 heures. Et depuis qu'on a tendance à faire remonter ce seuil de manière indirecte, on n'a aucun effet positif sur le chômage. Donc si vous voulez demain avoir un système social viable, il faut augmenter les cotisations et pour ça, il n'y a pas besoin d'augmenter le taux de prélèvement, il faut augmenter
les salaires et que tout le monde travaille. Il ne faut pas travailler plus, il faut travailler tous. C'est ça la réalité aujourd'hui. De la même manière, vous pouvez aussi, il y a une autre piste de réflexion, considérer que c'est absolument anormal qu'à équivalence de diplôme et à poste égal, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes. Donc on pourrait très bien inscrire dans la loi que les femmes, à poste égal et à compétence et à diplôme égal, gagnent autant que les hommes. Et là aussi, vous avez un surcroît de cotisation qui permettra largement de financer le système des retraites. Enfin, il y a toujours cette question des régimes spéciaux. Bon, déjà, les régimes spéciaux, ils ont une histoire. C'est l'histoire des luttes des travailleurs français. Il peut y avoir un sentiment d'incompréhension sur pourquoi tel ou tel corps de métier a tel ou tel régime spécial. Mais dans ce cas, la solution n'est pas de supprimer les régimes spéciaux et de niveler par le bas. Elle est sans doute de donner les avantages qu'ont ces régimes spéciaux à l'ensemble des travailleurs. Pourquoi faudrait-il toujours tout niveler par le bas? Donc, je pose la question, pourquoi aujourd'hui on supprimerait les régimes spéciaux au lieu de les étendre? C'est ça qu'il faut faire. Prendre l'avantage, le régime le plus avantageux et l'étendre à tous les travailleurs. Voilà ce que je propose. Voilà ce qu'il faut faire. De la même manière, il nous a parlé de l'assurance chômage, en faisant évidemment des chômeurs les premiers responsables du chômage, comme il fait des non-vaccinés les premiers responsables de la crise Covid, pour s'exempter de ses propres responsabilités, évidemment. Donc, sur l'assurance chômage, commençons par dire une chose. Il y a 5 700 000 chômeurs dans le pays et il y a 200 000 postes à pourvoir. Ils ne sont pas pourvus pour de tonnes de raisons. Pour un manque de formation, pour le fait que ce ne soient pas des postes attractifs ou qu'ils soient trop loin des travailleurs qui pourraient éventuellement prendre les postes, etc. Ou que ce sont des postes précaires. Voilà, donc c'est des postes avec des changements, des turnovers, on embauche, on licencie, on embauche, on licencie. Mais la réalité, c'est que quand bien même tous ces postes seraient pris, il resterait 5 500 000 chômeurs. Et ce n'est pas leur faute, c'est qu'il n'y a pas de poste. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème de chômage structurel, de chômage de masse, et qu'aujourd'hui, il faut le résoudre par une relance économique de l'activité qui doit passer par des investissements de l'État, investissements par exemple dans les hôpitaux, pourquoi on n'embaucherait pas, ça ferait moins de chômeurs, embauche dans les secteurs de l'énergie pour faire la transformation énergétique dont on a tant besoin, embauche dans le système de ferroviaire, puisque aujourd'hui on est en train de le démanteler alors que c'était un des meilleurs systèmes qu'on avait pour les transports en commun. Il y a des tonnes de choses que l'État pourrait faire et que le gouvernement pourrait faire, mais ils ne le font pas, sous prétexte d'une dette, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais qui est un prétexte fallacieux pour dire qu'on ne fait rien. Voilà, bref, vous avez compris qu'en réalité, Emmanuel Macron, il a fait une entrée en campagne en divisant la population et en annonçant la couleur à son électorat. 1, je ne toucherai plus à vos libertés, je prendrai celles des autres. 2, je vais casser le système social français. C'est ça qu'il a prévu pour la suite de son deuxième quinquennat. Donc, face à ça, moi je vous encourage à rester solidaires, à ne pas céder à cette façon de faire, de pointer du doigt. Celui qui n'est pas vacciné n'est pas plus responsable que n'importe qui d'autre de la situation sanitaire. Nous sommes face à un virus qui n'en a que faire de savoir ce que vous pensez de lui ou de ce que vous pensez des uns, des autres, des vaccins ou d'autres choses. Lui, il s'adapte. Donc, il s'adapte, il se transmet et il est sans doute, s'il y a une responsabilité là-dedans, elle est de la mondialisation et de la déforestation massive qui ont augmenté le risque de zoonose et on risque, après le Covid, de voir d'autres zoonoses arriver. Donc, s'il y a un coupable à cette situation, c'est un système économique qui est en train de détruire notre nature, et détruire notre écosystème et de nous exposer à des risques auxquels on n'était pas autant exposé avant. Donc restez solidaires s'il vous plaît et je vous encourage à aller voter parce que sinon on n'arrivera jamais à les dégager tous. Allez, je vous dis à bientôt, je vous laisse réfléchir à ça. Ciao.